cet homme-là a mené sa politique sans discuter avec ses voisins, amis ou ennemis. Oui, alors le problème, c'est que ce genre de phrase n'est pas nouvelle. Je ne vais pas rappeler les déclarations de Jacques Chirac, voire même de Nicolas Sarkozy, voire même de Barack Obama au sujet de Benyamin Netanyahou, où tous étaient d'accord pour le fait qu'il n'était pas fiable, notamment, enfin l'essentiel étant exprimé en off, naturellement, mais c'est public et connu. Et en même temps, Netanyahou n'est pas un dictateur, il a été élu. Je veux dire par là que si sa personnalité pose problème, c'est surtout sa ligne politique qui pose problème. Dans la mesure où, même si on est en temps de guerre, la question de la solution à ce conflit, forcément, devra se traduire en des termes politiques. Or, là, plus que jamais, il ne semble pas incarner l'homme de la situation, dans la mesure où il a incarné l'échec du processus de paix né en 1993 et contre lequel il s'est opposé. Je rappellerai d'ailleurs qu'il s'est même opposé à Yitzhak Rabin, qui a été assassiné par un juif israélien suprémaciste lui-même, dont les relais politiques sont aujourd'hui au gouvernement israélien. Donc là, on voit bien que l'impasse, elle est d'abord politique, même si on se cristallise les uns les autres autour de la figure de Netanyahou. Si quelqu'un doit le remplacer, mais pour partager la même position, c'est pas très grave. Enfin, ça ne changera pas la donne. Et pour revenir sur la mobilisation des sociétés civiles, là encore, de la même manière que du point de vue diplomatique, du point de vue des chancelleries, alors on a cité la Turquie qui rompt les contacts avec Netanyahou, mais bon, ce serait de l'interpersonnel. Moi, ce que je trouve beaucoup plus significatif, c'est les décisions qui sont prises en Amérique latine, en Amérique du Sud. On est à des milliers de kilomètres du conflit. Vous avez un pays comme la Colombie qui veut rompre les relations diplomatiques, le Honduras qui rappelle son ambassadeur, et puis la Bolivie, qui a rompu les relations diplomatiques. La Colombie est sur le même chemin. Et là, on peut s'interroger sur la vraie signification de ce conflit, qui signifie là, pour le coup, la reconfiguration de l'ordre international et l'isolement progressif du bloc occidental. Vous avez cet équilibre dans ce discours qui fait vraiment écho au discours iranien, à savoir, d'un côté, on salue le geste, l'attaque du Hamas, et de l'autre, on ne veut pas en assumer la responsabilité, ni au niveau de la conception, ni au niveau de l'engagement immédiat. Donc vous avez cet équilibre un peu délicat, mais qui est dans leur intérêt, d'une certaine manière. Et puis, vous avez un autre aspect qui renvoie à votre remarque, à savoir que, en vérité, ni le Hezbollah, ni l'Iran n'ont intérêt aujourd'hui à intervenir parce qu'ils n'en ont pas forcément les moyens. Les moyens politiques, il n'y a plus cette assise sociale, politique, dont pouvait se targuer le Hezbollah lorsqu'en 2006 a éclaté le conflit avec Israël. Et en Iran, comme vous le savez, il y a à la fois l'embargo, ses conséquences économiques, et puis une contestation sociale très très forte contre le régime. Donc ce sont deux entités politiques qui sont affaiblies du point de vue interne et qui par conséquent ne leur donnent pas les moyens de s'engager pleinement. Alors avec ce risque, parce que ça reste un conflit régional. Premièrement, ça nous permet de rappeler que si le Hamas incarne l'adversaire, l'ennemi stratégique pour Israël, au-delà du conflit israélo-palestinien, l'adversité, le conflit est plus large. Il s'inscrit dans une dimension régionale et se posera à un moment donné également pour Israël la question de la relation avec l'Iran et avec le Hezbollah. Et puis, plus largement aussi, faut le souligner, pour l'instant, l'Iran est un gagnant de ce conflit. Pourquoi ? Parce que, rappelons-le, à travers l'attaque du Hamas, il y a eu, à travers ses effets, une neutralisation du processus de normalisation entre les pays arabes du Golfe avec Israël. C'est ce que voulait l'Iran, sans s'impliquer directement, sans pouvoir répondre de cette forme de responsabilité. Donc, pour l'instant, l'Iran, comme le Hezbollah, a tout intérêt à tenir cet équilibre, soutenir verbalement, saluer la symbolique, sans s'engager militairement et matériellement. Car c'est compliqué, mais en même temps, la situation se résume à deux mots. Situation d'occupation militaire et politique coloniale, politique de colonisation. Et ça, c'est indépassable. Pourquoi je dis que c'est indépassable ? Parce que c'est le fond du problème politique. Et au-delà de la séquence actuelle qui est de nature militaire à Gaza, en Cisjordanie, il n'y a pas de conflit de nature militaire. Il y a une politique coloniale qui se traduit par des violences, à la fois
par des colons et soutenue par des soldats. Et c'est encore cette situation qu'on tend à normaliser ou à banaliser qui me surprend un peu, parce que on résume souvent Israël à une démocratie. C'est pas n'importe quelle démocratie. Ça, historiquement, on a des précédents de démocraties qui ont développé des politiques coloniales. On est bien placé en France. Mais c'est pas une équation qui va de soi. C'est même problématique. Pourquoi ? Parce qu'elle vient frapper, elle vient contredire les valeurs, les principes fondamentaux sur lesquels tout régime démocratique devrait s'appuyer, notamment ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire respecter à la fois le droit international et le droit national appliqué dans ce pays. Là, on a des situations vraiment primaires. Excusez-moi, les images maintenant, tout le monde les voit, il y a les réseaux sociaux, même si les médias mainstream ne les montrent pas, les images, quelles sont-elles ? Ce sont des colons qui s'approchent de simples Palestiniens, ils leur tirent dessus avec un soldat à côté qui ne fait rien, qui fait même pas de la police au sens ordinaire du terme, qui vient inviter le colon à se rabattre sur le côté ou à se retirer du territoire en question. Puis d'autres images où on voit des colons envahir des maisons, des quartiers, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est l'après-conflit. L'après sera forcément politique. Ça ne veut pas dire que ça sera une solution, enfin, qu'on va aboutir à une solution. Mais comment voulez-vous trouver une solution politique dans un contexte où, finalement, on puisse admettre cette situation structurelle ? C'est pas possible. Peut-être changer de Premier ministre.